Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode d'Evelyne et Gabrielle font un podcast. Je me présente, Gabrielle Caron, en compagnie de mon amie et co-animatrice, Evelyne Ferron, bonjour! Alors, écoute Evelyne, là, sans plus tarder, nous allons plonger dans notre sujet de la semaine et pour une fois, c'est pas moi qui ai choisi le sujet. Ben, j'en ai choisi aussi, non? Ben, ou souvent, c'est parce qu'on est d'accord sur les sujets. Mais de quoi on parle aujourd'hui, mettons? D'exploratrices, de femmes qui ont fait de l'exploration, puis qui ont, surtout au 19e siècle, tournant au 20e siècle, brisé les conventions pour pouvoir vivre une vie d'aventure. Ça, on n'en parle pas assez, mais il y en a tellement qui ont fait des choses écœurantes dans le bon sens du terme, extraordinaire, qui, ben voilà, malgré les jupes, les corsets, tout ce que tu veux, ont décidé qu'elles allaient être des scientifiques, qu'elles allaient être des exploratrices, puis qu'elles allaient laisser leur marque, en fait, malgré une société au 19e siècle qui les confinait à des rôles très domestiques, où elles devaient être très tranquilles, ben elles ont refusé, en fait, ce rôle-là, et elles se sont lancées dans l'aventure. On en a même une, en fait, qui a réussi à faire ça, en se déguisant cette fois-ci, mais au 18e siècle. Donc, ça peut être plus... c'est arrivé aussi plus tôt dans l'histoire, mais il faut dire que le 19e siècle, pour les femmes qui faisaient partie de familles souvent bien nanties, qui avaient des revenus familiaux assez importants, ben ça leur donnait en fait cette liberté de pouvoir voyager et faire de l'exploration et partir à l'aventure aussi. Fait que c'est pour ça que c'est très marqué pour l'époque industrielle. Quand tu parles justement là, de femmes qui ont brisé les conventions puis qui ont dû se déguiser même en hommes pour pouvoir vivre leur vie, moi ça me fait juste penser à Mulan, le film de Disney. J'ai pas vu le film, j'avais vu le dessin animé, mais quand j'ai vu les critiques de celui filmé en vrai, j'ai fait « Oh, ça va peut-être gâcher ma perception, fait que je vais laisser faire. » Je l'ai pas écouté. J'avoue que je l'ai pas vu encore. Et en plus, Evelyne, là, on parle d'exploratrice, d'aventurière. T'es comme la seule personne que je connais qui a une exploratrice préférée. Ah oui, moi, j'ai une idole dans la vie, là. Si tu me dis, mettons que tu pourrais aller manger avec quelqu'un de mort, puis devenir son ami, j'ai deux candidats, là. Tu sais, j'ai Alexandre le Grand, inévitablement, mais sinon, c'est Gertrude Bell. Je veux dire, si j'ai eu envie d'explorer le désert, si j'ai eu envie de me lancer dans l'étude du désert aussi, en Égypte, dans mes études universitaires, je veux dire, elle a un rôle à jouer indéniable. Puis je veux dire, ma prochaine étape, j'ai fait moi, j'ai visité les pyramides, le plateau de Gizeh. Il faisait terriblement chaud, d'ailleurs. J'avais fait exprès pour pas qu'il y ait trop de touristes. Donc, j'étais au plein air du midi en juin. Tu sais, je veux dire, c'est genre le pire moment en Égypte. Puis, pour que ce soit plus agréable, plutôt que d'y aller en chameau, moi, je suis allée à cheval. Puis, tu sais, c'est la première fois de ma vie que je fais galoper dans le désert. Tu sais, mon guide, il dit, t'es vraiment solide, ça selle. Il dit, tu veux-tu le faire? Tu veux-tu juste te lancer puis galoper sur le plateau à travers les pyramides, tu sais. Puis j'ai fait, oh mon Dieu, tellement. Il a juste claqué le cheval, clac! Je suis comme partie vraiment au galop dans le désert. Wow! T'as-tu une vidéo de ça? Je voudrais. Non, j'ai des photos. Mais tu sais, avec des morceaux de calcaire des pyramides, tu sais, j'avais tant pas que le cheval se bute là-dessus, pas à tout. Mais tu sais, là, j'étais comme, ah, mon Dieu, je me sens comme Gertrude Bell. J'ai pas de jupe. Moi, j'ai des pantalons cargo et c'est beaucoup plus confortable. Mais là, tu sais, je veux dire, on dirait que je la sentais, là, puis j'étais comme, ah, dans une autre vie, c'est clair que c'est le genre de choses que j'aurais fait moi aussi, là. Mais ouais, j'ai cette exploratrice préférée qui s'appelle, donc, vous l'avez entendu, Gertrude Bell, qui est une femme extraordinaire. Comment tu l'as découvert? Tu sais, est-ce que c'était dans un roman? Est-ce que c'était dans un film? Est-ce que dans un cours d'histoire, un moment donné, t'es tombée sur son récit? Pas tout. C'est dans mes études, parce que vu que je me suis spécialisée dans le désert égyptien, puis que j'étudiais l'histoire ancienne, la Mésopotamie et tout ça, et que je donnais des cours d'histoire ancienne à l'université aussi, il faut dire. J'ai commencé, aussitôt que j'ai fini mon mémoire, je donnais mon premier cours universitaire comme chargée de cours à Chicoutimi. Moi, j'ai commencé à l'UQAC. C'est sûr que là, elle apparaissait souvent, en fait, pour des photos anciennes de tout ce qui avait un lien avec la Mésopotamie, l'Irak et tout ça. Puis c'est sûr que il y avait aussi toute la question du,
bon, le musée de Bagdad, qui avait parmi les plus anciens objets des premières civilisations de l'humanité. Fait que elle revenait tout le temps, en fait, soit pour ses photographies du désert dans mes études de maîtrise ou de doctorat, mais elle revenait aussi pour les objets que j'essayais d'utiliser dans mes cours. Parce que, bon, ben souvent, c'est soit elle qui avait découvert ça ou on disait, ben, tu sais, musée de Bagdad, tu sais, fondé. Que c'est sûr que très vite, je vais dire, attends une minute, elle revient trop souvent. Puis, tu sais, là, je m'étais mis à m'intéresser à elle. Puis, la gueule m'a décroché. Puis, j'étais comme, oh mon Dieu, mais pourquoi je la connaissais pas? Puis, tout ça. Tu sais, je veux dire, je l'ai découvert vers 2003-2004, à peu près, là, tu sais, au moment où je commençais mes études de maîtrise, là. Je l'ai jamais lâché après ça, là, je te dirais. Parce qu'il y a eu un film qui a été fait récemment basé sur une biographie d'elle, qui est quand même un livre vraiment très, très bon, qui a été traduit en français, qui s'appelle La mémoire des sables. Tu sais, le titre le dit, c'est fabuleux. Mais le film était avec Nicole Kidman puis Robert Pattinson en Laurence d'Arabie, puis je m'excuse, mais non. Puis ça a été descendu dans les festivals de cinéma. Tu sais, ça a vraiment pas eu des très, très bonnes critiques. Mais sinon, tu sais, je veux dire, elle passe quand quelqu'un s'intéresse aux femmes qui ont marqué soit l'histoire de l'archéologie ou qui ont marqué l'histoire de l'espionnage pendant la Première Guerre mondiale aussi. Donc, les gens qui s'intéressent à l'espionnage pendant la Première Guerre mondiale ou qui s'intéressent à Laurence d'Arabie, inévitablement, ben, elle apparaît dans cette histoire-là aussi. Fait que, tu sais, elle arrive, mais à différents endroits, là, genre, dépend de vos intérêts. Mais c'est une femme fabuleuse. Bon, ben là, je pense qu'on a compris que tu l'aimais, t'étais passionnée d'elle. Mais c'est qui? Raconte-nous, parle-nous d'elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, c'est une femme qui est née, en fait, bon, au 19e siècle, en Angleterre, dans une famille, en fait, qui a fait fortune dans l'industrie. Donc, elle fait partie de ce qu'on appelle les nouveaux riches de l'époque victorienne, de ceux qui font fortune dans le monde industriel. Donc, on pourrait les qualifier de bourgeois, mais une famille très riche, avec peu d'enfants, ce qui fait qu'elle a une fortune familiale personnelle, puis je veux dire, un revenu personnel qui lui est alloué, qui est considérable. Puis elle, ben, je veux dire, se marier, puis ses parents, au départ, tu sais, elle fait ce qu'on appelle les débuts, là, c'est dans ces sociétés-là, tu sais, pensez à Bridgerton, là, si vous l'avez écouté, mais en moins qu'éterne, mais tu sais, avec, il faut faire le début à 16 ans, puis entrer dans la société pour que tu te fasses connaître, puis que tu trouves un mari, puis très vite, sa famille voyait bien que était garçon manqué, puis ça ne l'intéressait pas, mais que dalle. Puis elle a dit, moi, j'ai les moyens de m'inscrire à l'université, je vais aller à Oxford, puis je veux étudier en histoire. À une époque où il était interdit pour les femmes d'étudier à l'université encore. Tu sais, je veux dire, il y a ça qui est assez particulier. Elle a fait partie des 3 premières femmes admises à l'université d'Oxford. Puis les femmes ne peuvent pas étudier dans toutes les disciplines encore à ce moment-là, mais histoire ou les arts visuels, ces choses-là, on considérait que pour les femmes de la haute société, c'était des connaissances qui pouvaient mériter approfondissement, pour maintenir les conversations pendant le thé et tout ça, ce qui lui a permis de pouvoir faire un baccalauréat en histoire, mais les profs étaient tellement frus que ces 3 femmes-là soient là, qu'elles devaient regarder le mur pendant que le prof enseignait. Elle devait faire dos au professeur à l'époque, tu sais, c'est ça, moi, je suis comme, aïe, aïe, tu sais, alors que moi, tu sais, j'ai une très grande liberté à l'université, et je ne sais pas si longtemps que ça, quand tu y penses, quoi, maximum 150 ans, là, je veux dire que j'aurais pas eu les opportunités que j'ai en histoire, fait que le but, c'était de les décourager, puis qu'elle disait pas le diplôme de baccalauréat, qu'à un moment donné, ils se disent, ben là, ça suffit de regarder un mur, elle a complété, elle a eu son bac en histoire, donc c'est une des toutes premières femmes bachelières de l'université d'Oxford, tu sais, c'est quand même pas rien, là. Puis après ça, ben elle se dit, de la merde, je me marie pas, là, je veux dire, j'ai tellement de connaissances et tout ça, puis ce qui va la fasciner, ben c'est le désert, c'est le voyage, c'est la photographie, donc, et c'est l'alpinisme, donc elle jumelle un peu les deux, pour dire qu'au 19e siècle, l'alpinisme a un intérêt pour les femmes qui cherchent la liberté, donc elle va tout au long de sa vie, en fait, monter des montagnes en Suisse, un peu partout. D'ailleurs, il existe une montagne, là, c'est en Suisse, en fait, dans les Alpes, qui s'appelle le pic de Gertrude, là, tu sais, je veux dire, parce que ben, elle l'avait monté. C'est pas la plus haute montagne du monde, mais quand même. Puis tu sais, c'était à une époque où t'étais obligé de le faire avec un corset et des jupes, là, tu sais, je veux dire, t'as pas le droit de faire ça avec des pantalons. Mais pourquoi? Mais parce qu'une femme porte pas de pantalon, ça, on en reparlera, tu sais, on parlera de Coco Chanel, la révolution à cette époque-là, tu sais, de l'habillement plus masculin parce qu'il est pratico-pratique, mais je veux dire, ces femmes-là sont supposées être à la maison, fait que tu veux sortir des sentiers battus, tu vas rester une lady, ma fille, là, tu sais, je veux dire, tu sortiras pas de ça. Fait que, tu sais, elle a fait plein de choses comme ça, puis c'est comme ça qu'elle va commencer à apprendre l'arabe, elle va s'intéresser autant, bon, à Jérusalem et tout ça, mais ce qui la fascine, c'est vraiment
tout le secteur de l'ancienne Mésopotamie. On est vraiment en Irak, en Iran, l'Égypte aussi. Et elle a fait de l'exploration, puis elle va faire des livres de photographie qui vont se vendre. D'ailleurs, ces photographies sont magnifiques. C'est comme ça, souvent, qu'elle apparaît. Dans le fond, quand tu veux des photos plus anciennes, c'est comme ça que Gertrude Bell arrive dans le décor un peu, tu sais, à part les livres de photographie. Mais ça, c'était les photographies, là, vraiment old school, avec l'appareil noir et blanc. Elle est couchée au sol, puis tu sais, t'as une vue qui est un peu panoramique, mais tu sais, pas tant que ça. Puis tu sais, elle, ce qu'elle voulait surtout... Je te dirais que c'est qu'à force de faire ces photographies-là, elle va commencer à entrer en contact avec les populations qui habitent dans le désert, avec les Arabes et tout ça. Elle va apprendre l'arabe. Et ça, c'est ce qui va en faire une femme intéressante pour les services secrets britanniques quand va éclater la Première Guerre mondiale. C'est sa maîtrise de la langue arabe, ce qui n'était pas donné à tout le monde. Et le fait qu'elle est une femme, elle est vue comme plus inoffensive. Les Arabes, même les populations, tu sais, encore nomades, semi-nomades, vont l'accueillir quand même assez favorablement parce qu'elle n'est pas menaçante. Tu sais, je veux dire, pas pour 2 sous. Fait qu'elle apprend la langue, eux là, lui montrent des vieux sites, des vieilles ruines, puis tu sais, la photographie, tout ça. Et c'est comme ça aussi que dans ses livres, au-delà de la photographie, ce qu'elle veut faire connaître aux Occidentaux, c'est la culture des peuples arabes, la culture du désert aussi. Donc, ça va avec mes études. C'est pour ça qu'elle apparaît très vite dans mon parcours. Tu sais, c'est vraiment comment ces gens-là vivaient dans le désert et tout ça. Puis sa maîtrise de la langue va faire en sorte qu'elle va commencer à traduire aussi des anciens poèmes arabes et perses du Moyen-Âge. Puis ça va être publié dans des journaux comme le Times britannique, là, tu sais. Puis c'est comme ça qu'elle va commencer à se faire un nom, je te dirais. Et un nom, ce que de le fun avec Gertrude Bell, c'est qu'elle a jamais pensé à se masculiniser. Tu sais, contrairement aux sœurs Brontë qui, au départ, vont publier sous des pseudonymes masculins pour réussir à être publiées, elle a jamais eu à faire ça. Parce que tout le monde s'intéresse à ses publications. Et ils vont réaliser que quand va venir l'arrivée de la Première Guerre mondiale, les territoires de ce qu'est aujourd'hui l'Irak, en particulier, l'Iran, tu sais, c'est des pays qui n'existent pas. Hein. Ces pays-là n'existent pas. Ça fait partie de l'Empire ottoman. Attends, là, il faut vraiment que tu fasses une parenthèse parce que là, géographiquement, je pense que tu m'as perdu totalement. L'Iran et l'Irak n'existent pas. Non, au tournant du 20e siècle, ce qu'on appelle la Syrie, ce qu'on appelle l'Irak, l'Iran, Israël non plus. Là, je veux dire, ce n'est pas sur la carte géographique. Ce sont des territoires, l'Égypte, oui, mais ce sont tous des territoires qui font partie de l'Empire ottoman, le grand empire turc. Et pendant la Première Guerre mondiale, un des objectifs des Alliés, c'est de profiter de la guerre pour démanteler l'Empire ottoman parce que on commence à découvrir notamment quelque chose qui s'appelle le pétrole et on commence à faire des véhicules. Et on réalise qu'on veut la mainmise sur le pétrole. L'Empire ottoman est comme un peu un problème. Alors, quand arrive la Première Guerre mondiale, pour réussir à trouver des façons de faire tomber l'Empire ottoman dans ces régions-là, on a besoin de gens qui connaissent le désert, qui connaissent où sont les points d'eau, où est-ce qu'on peut établir des soldats, puis tu sais, même s'ils sont plusieurs jours dans le désert, l'eau est là, il y a à peu près juste elle qui a ces connaissances-là ou qui peut parler aux populations arabes pour établir des contacts diplomatiques entre les services secrets britanniques et ces gens-là. D'ailleurs, les populations arabes détestaient les Ottomans à ce moment-là parce que, il y avait un côté assez dictatorial chez des gens qui avaient un mode de vie très libre. Là. Donc, quand je parle de semi-nomade ou nomade, c'est des gens qui bougent beaucoup. Donc, on va jouer un peu sur cette carte-là. Donc, ceux qui ont vu le film au minimum de Laurence d'Arabie, vous comprenez exactement de quoi je parle. Mais ça va être le début des grandes révoltes arabes qui vont être moussées par les services secrets britanniques. Et tout ça pendant la Première Guerre mondiale. Oui, et Gertrude, parce qu'elle était une communicatrice, en fait, elle peut communiquer avec les populations arabes. Elle va être embauchée par les services secrets britanniques et elle va les aider à faire des cartes d'où se trouvent les points d'eau, d'où se trouve, tu sais, là, il y a une montagne derrière laquelle vous pourriez vous cacher, tu sais. Elle a ces connaissances du désert qui vont être terriblement utiles et quand la Première Guerre mondiale va se terminer, que l'Empire ottoman, dans le fond, se démantèle, on crée les pays de l'Irak, de l'Iran, de la Syrie. Tu sais, je veux dire, ce sont des pays, le Liban, ce sont des pays qui sont créés de toutes pièces. C'est ça, c'est sûr que si tu veux comprendre les problèmes du Moyen-Orient aujourd'hui, remonte à ça. Mais à quel point je connais pas la Première Guerre mondiale? Je veux dire, la Deuxième Guerre mondiale, là, je m'y connais très bien. On me l'a beaucoup enseigné à l'école. J'ai l'impression que c'est tout le temps de ça qu'on parlait. Première Guerre mondiale, j'ai l'impression que je connais rien. Je sais que ça a commencé avec un assassinat, puis à partir de là, je suis comme, je sais pas, tu sais, tout ça, je l'ignorais. C'est qu'on enseigne juste la guerre de tranchées en Europe, alors que ça a eu des répercussions beaucoup plus grandes parce que tu as des empires qui s'effondrent. L'Empire ottoman s'effondre, l'Empire austro-hongrois s'effondre aussi, tu sais. Mais l'Empire ottoman, c'était gigantesque. Et Gertrude, une fois que la guerre est terminée, on va lui dire, les frontières des pays qu'on veut établir, en fonction de ce que tu connais
des principautés, des groupes arabes, où est-ce que tu mettrais la frontière? Mais là, ça, c'est une gaffe, par exemple, parce que même elle connaissait pas assez les relations entre les peuples arabes pour faire des frontières qu'elle aille juste. Tu vois, ça fait partie peut-être des erreurs de sa vie. Mais elle ne repart pas. En fait, elle dit, on va lui demander aussi qui pourrait être sur le trône de ce nouveau pays qu'on va appeler l'Irak, et elle va dire, ben, c'est le prince Faisal. Donc, parce qu'elle était, on s'en doute, amoureuse de cet homme-là. Ils ont probablement eu une relation. Il y a des très, très belles photos, mais Faisal Ier va devenir un premier roi d'Irak. Et au-delà, tu sais, je veux dire, il va essayer de fédérer, en fait, les populations arabes de ces premiers pays. Et Gertrude reste là. Elle reste en Irak. Et parallèlement à ça, une fois que la Première Guerre mondiale est terminée, qu'on a créé l'Irak, qui est derrière la création de l'Irak? C'est les Britanniques. Donc, les archéologues arrivent. Le British Museum arrive là-dedans. C'est les fouilles archéologiques qui vont mener aux collections mésopotamiennes absolument fabuleuses du British. D'ailleurs, le deuxième mari d'Agatha Christie va aller fouiller là. Agatha Christie va y aller plus tard. Mais Gertrude a participé un peu à ces fouilles-là aussi. Puis elle se dit, vous avez un nouveau pays, un nouveau royaume même, et cette histoire-là, vous êtes le berceau des civilisations, ça c'est indéniable, alors il faut qu'on vous donne quelque chose pour vous rappeler de votre culture, de votre histoire, et c'est comme ça elle fonde le musée de Bagdad, avec Faisal, mais c'est vraiment elle qui est derrière la fondation du musée de Bagdad. Mais à la fin de sa vie, ça semble avoir été plus compliqué, elle semble avoir vécu une dépression, quoi que ce soit, on suspecte qu'elle s'est suicidée avec des barbituriques plus tard, là. Mais reste que oui, c'est elle qui a fondé le musée de Bagdad. C'était elle qu'on le doit. Fait que tu sais, c'est une grosse vie d'aventure. Tout ce que tu me racontes, c'est ça, on dirait que c'est 8 vies en même temps, là, c'est incroyable. Elle a défié beaucoup de conventions en faisant ça, là, je veux dire. Puis c'est elle qui a d'ailleurs permis à Laurence d'Arabie de faire son travail aussi pour aider à l'effondrement de l'Empire ottoman pour mener les révoltes arabes. C'est elle qui va le mettre en contact. Tu sais, ça va être le mentor de Laurence d'Arabie. Une des photos les plus célèbres, c'est la conférence du Caire en 1921 où tu as Winston Churchill, qui est secrétaire à la défense, tu sais, qui est un peu celui qui a chapeauté tout ça devant les pyramides d'Égypte sur son cheval, puis à côté de lui, de chaque côté, t'as Gertrude Bell puis Laurence d'Arabie, tu sais, je veux dire, c'est comme juste fabuleux. C'est la seule femme dans la photo, d'ailleurs. J'ai fait semblant d'être surprise, mais je suis pas surprise pantoute, là. C'est une femme, je trouve, exceptionnelle parce que elle avait aussi, pour l'époque, cet esprit de curiosité où elle ne voyait pas, tu sais, les Arabes comme inférieurs ou leur mode de vie comme inférieur, même si elle venait du monde britannique, qui a eu cette tendance à avoir une vision coloniale épouvantable à bien des égards, tu sais, je veux dire, puis elle a beaucoup contribué à essayer de créer des contacts d'égalité aussi là-dedans. C'est ça. Je pense qu'elle était en avance sur son temps pour tout ça. Si elle était aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qu'elle ferait? Oh mon Dieu, elle serait probablement à la tête de l'UNESCO. J'accepte sa candidature. Parce que là, évidemment, on a parlé de Gertrude Bell en long et en large, puis j'ai l'impression que tu pourrais en parler. Ah, mon Dieu, pendant des heures, j'essaie de te faire juste un résumé. Là. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui rentrent dans la même catégorie qu'elle? Ben, il y en a plein, mais tu vois, je te parlais d'alpinisme. Je veux dire, on peut parler de Lydie Leblond aussi, qui est un peu dans la même veine, mais qui est vraiment dans la photographie de ce côté-là, qui est une femme qui est vraiment intéressante. Je l'ai mis des fois sur mes réseaux sociaux avec ses cordes puis tout ça pour faire de l'alpinisme, mais c'est une femme qui, encore une fois, dans les mêmes années que Gertrude Bell d'ailleurs, elle va être renommée pour la photographie, puis les premiers films aussi d'escalade. Bon, vraiment, c'est Elisabeth, mais Leblond, c'est le nom de son mari, là, parce qu'elle va épouser un Leblond. Mais c'est une femme qui va finir par s'établir à Chamonix en France, puis c'est une des premières à faire l'escalade du Mont Blanc, puis elle va faire l'escalade de plein de montagnes en Suisse, dans les Alpes, encore une fois, puis je veux dire, elle va prendre des clichés, dans les plus anciens clichés qu'on a, en fait, quand la photographie arrive, là, de gens qui montent avec des cordages, des montagnes et tout ça, avec un équipement qui est aujourd'hui, je veux dire, les alpinistes vont comme faire, Seigneur, comment ils ont fait pour escalader avec du matériel aussi rudimentaire, des petites bottes de rien du tout, puis elle, sur tous les clichés où elle apparaît, c'est des grosses jupes, là, tu sais, je veux dire, avec les jupons puis tout ça, là, parce qu'elle avait pas le droit de grimper en pantalon, mais on sait que, puis elle l'a dit vers la fin de sa vie, que quand il y avait pas d'autres gens qui prenaient des photos et tout ça, puis tu sais, les hommes la considéraient comme une égale, là. Elle était vraiment bonne pour monter, mais il disait, tu sais, pour te faciliter la tâche, rendue au pied de la montagne, quand plus personne ne regarde, laisse les jupes en bas, puis je veux dire, monte en pantalon, elle l'a fait. Mais sur les photos, jamais tu vas voir cette femme-là porter un pantalon pour monter différentes montagnes. Mais ce qui est intéressant, c'est encore une fois un peu à l'instar de Gertrude Bell, c'est qu'elle va documenter les expériences par la photographie. Tu sais, c'est dans les premières femmes photographes aussi, mais qui va, au lieu de faire de la photographie, faire du portrait.
Ben, c'est de la photographie d'aventure. Sauf que elle, c'est des pics enneigés. Gertrude, c'est du désert. C'est de la chaleur. C'est des peuples arabes sur leurs chevaux avec leurs gros sabres et tout ça qui ont donc l'air magnifique. Tandis que Lydie Leblond, ben, tu sais, je veux dire, c'est des hommes et des femmes qui ont la barbe et le visage complètement mangé par la glace, par le froid, parce qu'ils essaient de monter. Avec, tu sais, des vêtements, quand tu regardes ce qu'ils portent, t'es comme de dire on serait mort. Ben, c'est sûr, c'est ça j'allais dire. Moi, j'ai souvenir là d'une photo que tu avais partagée justement où tout le monde est en train de grimper. Puis moi, je me disais, mais ça se peut pas là, ça se peut pas que ta veste de toile te protège du moins 15 degrés plus le vent. T'as des vêtements en laine là qui là deviennent pratiques, mais tu sais, c'est vraiment pas ce qu'on a aujourd'hui pour faire ces montées-là. Puis je veux dire, donc, une bonne partie de ces montées, avant qu'elle se fasse un nom, elle faisait avec des gros jupons pis un corset. Non, mais t'essayes-tu? Je veux dire, on a fait un épisode sur le corset, c'était pas si pire que ça dans les faits, mais quand même, escalader avec un corset? Ben c'est ça, rester assis dans un salon de thé avec un corset passe encore, mais aller faire du cardio avec un corset, là. Elle a documenté ces montées-là par la photographie, puis dans les premiers films d'escalade, ben là, je dis film, mais tu sais, premières images filmées, on va plus aller avec ça, d'escalade, mais je veux dire, c'est remarquable là, qu'elle ait fait quelque chose comme ça au tournant du 20e siècle. En fait, fin 19e, tournant 20e siècle, c'est là qu'elle a été la plus active, mais je veux dire, c'est... Donc, pendant que Gertrude Bell s'envoyait en l'air dans le désert, elle était dans les montagnes. Elle essayait d'escalader des pics enneigés dans les Alpes, puis le Mont Blanc en France. C'est quand même remarquable. Mais tu sais, il faut voir les photos puis l'équipement pour réaliser à quel point il fallait vouloir. Mais dans son cas à elle, contrairement à Gertrude Bell, c'est une femme mariée, mais dont elle s'est mariée plus d'une fois d'ailleurs, ce qui à l'époque est très rare. Mais tu sais, qui va avoir le dernier mari va quand même lui donner l'argent et bon, je dirais une certaine liberté pour le faire, parce qu'à l'époque, si le mari veut pas que tu fasses ça, t'es un petit peu mal prise là. Donc, il fallait qu'il y ait des hommes aussi qui avaient le goût d'aventure puis qui acceptaient que leurs femmes vivent l'aventure aussi avec eux. Donc, ça, Lydie Leblond, franchement, là, tu sais. Puis j'aime le fait qu'on lui ait donné pas Madame Élisabeth Aubry-Leblond, là, mais tu sais, Lydie Leblond. Moi, je trouve que ça y va, là, tu sais. Ça sonne bien, ouais. C'est ça, il y a comme un son qui vient avec. Tu m'avais déjà parlé aussi d'une autre exploratrice qui, elle, s'était déguisée en homme, si je me trompe pas. Là, je sais que tu sais de qui je parle. Je parle de Jeanne Barret, je crois. Ça doit être ça. Ça doit être ça. J'ai complètement oublié son nom. Ouais, ben c'est parce qu'il y en a d'autres qui sont déguisés en hommes, mais selon moi, j'en avais parlé à Trois-Bières, pour ne pas le dire, je pense que c'est d'elle que tu parles, mais tu sais, qui est une femme qui, au 18e siècle, on connaît très mal ses origines, en fait, en France, mais à un moment donné, elle va commencer à faire le ménage pour un homme qui est un botaniste, en fait, donc qui étudie les plantes. T'es au 18e siècle, et on commence à peine à s'intéresser aux plantes du Nouveau Monde et de tous les territoires, en fait, qui font partie des colonies, des empires coloniaux, parce que, ben là, on cherche des plantes qui peuvent avoir des propriétés médicinales, tu sais, il y a plein de choses, il y a plein de recherches scientifiques qui se fait au 18e siècle. Elle va devenir la femme de ménage d'un botaniste qui s'appelle Philibert Commerson, puis, ben, il va réaliser très vite que, ben, elle est bonne pour classer, elle est bonne pour comprendre comment mettre les choses dans un certain ordre, et de ce qu'on en sait, il va lui montrer à lire, à écrire, même si elle avait une base, tu sais, c'est vraiment lui qui va faire son éducation pour qu'elle l'aide aussi à tout annoter et tout ça, puis ça va devenir un couple, mais un couple illégitime. Ils vont avoir un fils d'ailleurs qui va être placé toute sa vie là, parce qu'ils vont partir à l'aventure très vite. Ils sont pas mariés. Donc, à l'époque, là, t'es au 18e siècle, on y va avec quelque chose d'encore plus intense, je te dirais, parce que les conventions sociales sont encore peut-être un petit peu plus rigides de ce côté-là. Puis dans le fond, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va embarquer sur une grande expédition justement d'exploration qui est menée par Louis-Antoine de Bougainville, qui est celui qui est arrivé en retard aux plaines d'Abraham pendant la bataille des plaines. Donc Bougainville, lui, non mais il y avait des raisons pour arriver en retard, mais puis Montcalm l'a pas attendu, mais c'est lui qui était à Cap-Rouge, en fait, qui arrivait par Port-Neuf et tout ça, et qui était en train de mobiliser les troupes pour venir aider pour la bataille des plaines. Donc, Bougainville qui va monter une grande expédition scientifique, et Philibert Commerson est invité à être botaniste sur l'expédition, mais il veut pas laisser sa fidèle alliée maintenant qu'il l'aide tant à tout classer et tout ça, qui est donc sa Jeanne Barret. Donc, on va l'appeler Jean. Jean va devenir un valet, va devenir le valet de Philibert Commerson. Donc, elle va se bander la poitrine, s'habiller en homme. Elle va avoir tout le kit du marin de base, puis elle va travailler sur le pont avec les autres
autres hommes, mais tout ça. Et de ce qu'on en sait par quelques archives, ben, tu sais, il y a quand même du monde qui vont se rendre compte très vite qu'il y a des choses qui marchent pas, là, tu sais, elle fait jamais pipi en même temps que les hommes, elle pisse pas, tu sais, par-dessus bord pour, tu sais, elle fait toujours ça comme un peu dans une chaudière et tout, tu sais, mais les gens le disent pas trop parce que Jean est super fin, puis Jean rit avec eux autres, et bon, ils veulent pas créer de problème, mais parce que Sylvie Allais peut dormir dans la cabine de Philibert Commerson, donc, tu sais, tout fait, elle se retrouve pas dans des hamacs, dans les cales, tu sais, dans des conditions exécrables non plus, mais je veux dire, c'est une vie d'aventure, là. Ils se rendent à Tahiti, là, ils vont se rendre partout, là, je veux dire, elle va visiter tellement de lieux, puis bon, à l'époque, ce qui est grave, c'est que parce qu'on a peur que les femmes se fassent violer sur les bateaux, à moins de déménager en Nouvelle-France, ben pas en Nouvelle-France, mais à l'époque, de déménager dans la toute nouvelle province de Québec, on s'en va vers ça, mais tu sais, je veux dire, les femmes, surtout en France, il y a des lois qui interdisent les femmes d'être sur les bateaux, et si des capitaines sont au courant qu'il y a une femme à bord, ben, je veux dire, ils vont être enchaînés, emprisonnés, puis je veux dire, ils vont avoir des pénalités qui sont terriblement sévères. Donc, il faut pas... Je pensais que les femmes avaient pas le droit d'être sur les bateaux parce qu'ils portaient malchance. Il y avait un peu de ça, mais il y avait surtout la peur de ce qu'elles allaient subir sur les bateaux avec des marins qui peuvent passer 2-3 mois en mer sans débarquer et tout ça. Il y avait un peu de protection aussi dans ce genre de loi-là. Dans les faits, ben, c'est surtout pour les protéger des viols et des violences aussi. Elle va vraiment voyager absolument partout, là, je veux dire. C'est assez fabuleux où est-ce qu'elle se retrouve, parce que dans le fond, elle va se retrouver... C'est à Tahiti, en fait, que Bougainville va se rendre compte de la supercherie. On n'est pas trop sûr exactement, tu sais, il y a plusieurs témoignages contradictoires, mais il va se rendre compte que finalement, c'est une femme. Et là, Bougainville à Tahiti dit, toi, tu restes là, toi, tu ne reviens pas. Toi puis Philibert, vous restez là. Moi, il n'est pas question que je vous réembarque sur mon bateau, parce que moi, je vais aller au fer, puis je veux dire, c'est la fin de mon expédition, puis c'est la fin de ma réputation, parce que j'avais une femme à bord. Donc, Bougainville ne peut pas se permettre ça. Alors, ils les débarquent. Tu sais, ils vont rester là. En même temps, Tahiti, c'est pas trop pire comme destination, non? Non, mais ils vont rebouger, tu sais, puis Philibert va mourir, puis là, ben, elle a pas de moyens, parce qu'il était pas marié, de toute façon, elle a pas de moyens de retourner en France dans ces contextes-là, fait qu'on sait qu'elle a tenu comme une espèce de pseudo-bordel dans des îles pour pouvoir survivre, puis qu'à un moment donné, ben, il y a un marin français qui va lui proposer de l'épouser pour qu'elle puisse rentrer en France, et elle va le faire, et quand elle va rentrer en France, ben, la royauté va lui offrir, en fait, une pension à vie comme botaniste pour tout ce qu'elle a rapporté, parce que là, elle va amener avec elle tous les échantillons de Philibert Commerson de l'expédition donc de Bougainville. Puis on va réaliser qu'il y a vraiment, vraiment du gros travail scientifique qui a été fait là-dessus. Donc, on a quand même reconnu son apport à tout ça en lui donnant une pension jusqu'à la fin de ses jours, une pension royale comme pour les services rendus dans la botanique, parce qu'elle a quand même ramené tous les échantillons de Philibert lorsqu'elle a pu rentrer en France. Fait que, tu sais, c'est quand même toute une histoire à une époque où, je veux dire, elle a plus que défié les conventions. Elle a risqué la réputation de Bougainville. elle a risqué beaucoup de choses. Puis tu sais, je veux dire, Bougainville était un gentleman parce qu'elle aurait pu, si ça avait été découvert, juste se faire jeter par-dessus bord. Tu sais, ça aurait pu être une possibilité aussi, là. Je veux dire, on n'était pas si gentleman que ça quand même sur les bateaux. Fait que tu sais, c'est une grosse vie d'aventure aussi. Puis d'ailleurs, ben tu sais, dans toutes ces plantes qui ont été découvertes, ils ont découvert une plante qu'on aime des fois au Québec, j'en ai une d'ailleurs, qui est un bougainvillier. Ça a été nommé en l'honneur de l'expédition de Bougainville, qui fait des belles petites fleurs roses et tout ça. Donc, voilà. Quand j'ai parlé là, justement d'exploratrices qui se sont travesties pour pouvoir voyager, tu semblais en avoir d'autres sur ta liste. On se doute qu'il y en a plusieurs, mais tu sais, je veux dire, on peut penser aux pirates puis à Anne Bonny, tu sais, je veux dire, avec Rackham le Rouge qui, pendant un bout, était sur les bateaux déguisé en homme, puis je veux dire... Rackham le Rouge, à un moment donné, va réaliser que c'est une femme, puis ils vont avoir comme une liaison. Ça aussi, ça va être toute une histoire sulfureuse. Fait que, tu sais, il y en a d'autres qui ont quand même risqué l'aventure, mais peut-être pas tant que ça. Mais en fait, je dis pas tant que ça, c'est qu'il y en a peut-être plusieurs qui l'ont fait, mais ça a juste pas été documenté. C'est toujours ça le problème. Tu veux surtout pas que ce soit documenté si tu es illégal à bord d'un bateau. C'est un peu ça. Fait que tu sais, ça laisse moins de chance de les connaître dans un cas comme ça, mais c'est sûr qu'il y en a d'autres qui ont risqué des aventures comme ça en se déguisant en homme ou en se travestissant, pardon. Parce que, voilà, tu sais, pour différentes raisons, pour faire de l'argent, famille pauvre, ben, tu sais, il n'y a pas de garçons dans la famille où ils sont tous morts d'une maladie X, ben, la fille va se risquer, tu sais. Il y en a probablement eu plein, mais dont on a peu de traces. Puis est-ce qu'il y a d'autres aventurières? Ben, il y a une Canadienne qui, elle, est intéressante. Ben, canadienne, parce qu'elle est née à Winnipeg, mais très vite, elle va déménager en Angleterre et tout ça. Fait que, tu sais, elle est d'origine canadienne, ça s'arrête là, mais elle s'appelle Aloha.
on a un nom très hawaïen ici, Van der Velde. Elle était jeune en plus, là, donc à peine adulte. C'est une femme qui a décidé de faire le tour du monde en voiture dans les années 20. Donc, après la Première Guerre mondiale, elle se dit, plutôt que de faire de l'aviation comme Amelia Earhart ou les pionnières de l'aviation, ou de faire de la course automobile comme d'autres vont le faire aussi quand les voitures vont devenir un petit peu plus communes et achetables, elle va décider de faire le tour du monde en voiture, ce qui va impliquer des fois de mettre la voiture sur des bateaux pour pouvoir traverser, et ça va lui prendre à peu près 7 ans à le faire. Puis c'en est une autre qui a pris des photographies un peu partout pour documenter son aventure, mais c'est vraiment cool, elle a fait ça vraiment jeune en plus. Hey, pis ça a dû être long, là, les voitures dans les années 20, ça allait pas vite, là. Ça y a pris plus de 7 ans. Faire les grandes villes de partout dans le monde, tu sais, puis documenter tout ça. Fait que tu sais, t'as plein de photos d'elle, mettons, devant le Sphinx, devant des monuments bien précis, tu sais, pour montrer qu'elle s'est rendue à ces endroits-là et tout ça. Fait que, tu sais, on n'en parle pas souvent, parce qu'on dirait que l'histoire automobile, on aime mieux ceux qui vont être dans l'aviation parce que c'est plus hot. Donc, souvent, ces femmes-là sont passées, encore une fois, peut-être un petit peu plus sous le radar, parce qu'ils vont décider de faire quelque chose en auto. Et c'est sûr que 7 ans, ben, tu sais, on est loin d'exploits de vitesse non plus, on n'est pas là-dedans. Donc, c'est une femme qui est un peu moins connue, mais qui, encore une fois, avec un appareil photo, va réussir à documenter quand même le monde entier après la Première Guerre mondiale, d'une certaine façon, mais d'un point de vue comme touristique aussi. Hey, en plus, à cette époque-là, là, t'avais pas de cassette dans ton auto, t'avais pas de CD, tu pouvais pas écouter ta musique ou tes balados préférés. Non, tu sais, t'as vraiment rien. En faisant le tour du monde aussi comme ça, par contre, même si t'as rien dans ta voiture, tu sais, elle va risquer beaucoup de choses pour prendre des photographies puis pour voir un petit peu ce qui se passe. Elle va documenter aussi des conflits sanglants qui vont avoir lieu un peu partout dans le monde parce qu'elle va traverser le Sahara puis elle va voir que après les révoltes arabes, ça reste encore très violent puis elle va essayer de prendre des photos de ça. Elle aurait pu être tuée je sais pas combien de fois. À un moment donné, elle devient tellement populaire tu sais, qu'à Genève, genre, ils vont la mettre sur le toit d'une voiture roulante puis elle va saluer les foules. Les gens sont comme « Hey, t'es vraiment badass! » Tu sais, parce qu'elle a vraiment fait quelque chose d'assez remarquable. Puis encore une fois, c'est une femme, tu sais, qui va se marier puis qui va avoir l'appui de son mari. Puis même après avoir fait son premier tour du monde, ben, tu sais, elle va continuer quand même à voyager un peu partout puis à documenter ses voyages avec son mari et ses enfants. Fait que, tu sais, des fois, ce qui donne une chance, c'est quand l'homme que tu épouses aussi, ben, accepte ta liberté puis t'appuie puis, tu sais, te suit dans tes aventures, ben, c'est sûr que ça change la donne aussi, là. Pour vivre tes rêves, faut que ton mari soit d'accord. Ça, j'en reviens pas. Ou que tu ne te maries comme Gertrude Bell qui va faire de la merde. Puis si j'ai le goût de m'envoyer en l'air, je vais aller me taper le futur roi d'Irak. C'est quand même un pas pire amant, là. Ça sonne bien dans... Qui d'autre qui est une exploratrice ou une aventurière? On dirait que j'essaye de chercher des noms, mais j'en connais pas. Ben, tu sais, on peut parler d'Alexandra David-Néel. Absolument, j'ai aucune idée c'est qui. C'est une autre femme elle est plus connue parce qu'on a des archives filmées, on a des archives audio. Puis, tu sais, son assistante de l'époque nous a donné beaucoup de documentation. Mais Alexandra David-Néel, ben, c'est dans le fond une femme qui venait d'une famille, je veux dire, un petit peu hippie quand même à la fin du 19e siècle, mais qui va être la première femme à atteindre le Tibet alors que c'est un pays fermé. Elle va devoir se déguiser en homme. Tu parlais de se travestir, elle va être obligée de le faire pour pouvoir voyager dans les montagnes, puis même pas juste en homme, en mendiant, tu sais, elle va se beurrer la face, puis tout ça, parce que les mendiants sont tolérés dans les pays bouddhistes, puis tu sais, je veux dire, ils sont pas vus comme étant menaçants, mais tu sais, elle va réussir à atteindre le Tibet, puis à rencontrer le Dalai Lama, puis tu sais, elle, quand elle va revenir, puis raconter ses aventures, elle va essayer de vulgariser, en fait, la philosophie bouddhiste tibétaine aux Occidentaux. Elle a laissé quand même une œuvre assez appréciable, mais tu sais, son aventure pour atteindre le Tibet, c'est quand même quelque chose, tu sais, parce que c'était complètement fermé. C'est la première femme à atteindre le palais de Pokhara, là. Mais comment ça y est venu? Moi, c'est toujours ça que je me demande, d'où viennent leurs motivations? Parce que, tu sais, si le Tibet est fermé, de un, comment tu sais que ce palais-là existe? Comment tu te dis c'est fermé, mais moi, je vais y aller? Tu sais, qu'est-ce qui l'a motivée à aller là? Ben, tu sais, elle venait d'une famille, comme je disais, peut-être un petit peu hippie, mais très jeune, elle va être influencée par des nouveaux mouvements, on pourrait dire théosophistes, la théosophie, tu sais, où on essaie de pas avoir une religion proprement parler, mais plutôt de philosopher avec la religion, tu sais, je veux dire, c'est plus de voir pourquoi l'homme existe. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi notre rôle sur Terre sans nécessairement toujours avoir l'explication tant divine. Donc, c'est pour ça que ça dit théosophie, tu sais, on est plus dans un côté plus philosophique que religieux, à proprement parler. Puis ça va beaucoup la fasciner et les théosophistes, justement, vont s'intéresser très vite aux philosophies orientales, le bouddhisme, le taoïsme qui arrive
de la Chine. Et elle va très jeune être happée par tout ça. Puis c'est comme ça qu'elle va décider à un moment donné qu'elle veut aller à la source de ces réflexions-là. Puis c'est une femme mariée qui son mari, elle l'a presque pas vu de sa vie. Elle va le laisser là. Il va financer tous ses voyages. Mais tu sais, on va leur dire fuck you, reste là. T'aimes pas, mais t'es gentil, tu m'aimes assez pour payer mes voyages. La vie va bien. Et c'est comme ça qu'elle va faire un immense voyage en Orient. Puis tu sais, elle va laisser, honnêtement, elle a laissé beaucoup de livres. On a des archives audio d'elle, même filmées, mais les audios sont plus intéressantes. Des premières entrevues la radio française et tout ça, où elle essaie d'expliquer ce cheminement-là qu'elle a fait. Mais tu sais, c'est sûr qu'une femme qui rencontre le Dalai Lama que personne voit parce que, tu sais, je dis, le Tibet est super fermé et tout ça. Tout le monde va vouloir comprendre ce qu'elle a fait là. Il va y avoir des photographies. On a des photos déguisées en mendiante, tu sais, avec les gros vêtements sales et tout ça. Puis, tu sais, elle va adopter aussi un jeune garçon qui va l'accompagner partout, qui va la suivre dans ses aventures parce que, bon, ils ont un lien d'amitié. Là, ici, c'est pas sexuel du tout, là, tu sais, je veux dire, c'est vraiment un lien d'amitié. Ça va devenir un peu son compagnon de route. Elle va le ramener avec elle en France par la suite. Mais, tu sais, je veux dire, plus tard, elle va tellement être une vedette parce qu'elle va avoir réussi à essayer de faire comprendre l'Orient aux Occidentaux. Elle va rencontrer Mao Zedong, elle va rencontrer plein de monde. Dans sa bonne phase ou dans sa mauvaise phase, à Mao? Écoute, il se brossait pas les dents dans sa bonne ou dans sa mauvaise phase. Fait que pour moi, tu sais, je veux dire, peu importe, il devait sentir terriblement mauvais, peu importe, là, il prenait pas vraiment de bain. Donc, ouais, Mao, il disait tout le temps, un tigre ne se brosse jamais les dents, fait qu'il buvait du thé vert, puis il y avait les dents comme un peu vertes, là. Je sais pas pourquoi tous les hommes puissants ont des problèmes avec l'hygiène. J'ai l'impression que de tous ceux qu'on a parlé, ils ont tout le temps un problème avec l'hygiène. C'est comme, j'imagine, une façon de se sentir asservi à quelque chose, mais lui aussi, il se faisait nettoyer avec des serviettes chaudes, puis tu sais, je veux dire, il prenait pas vraiment de bain, mais il couchait toujours avec des vierges, puis ça, il en prenait une dizaine pour pouvoir lui redonner sa vitalité pour continuer à gérer la Chine, là. Fait que oui, alors, je sais pas de quelle phase tu parles, mais... Ben écoute, on y reviendra à Mao. On fera un épisode sur Mao. Mais beaucoup d'hommes politiques importants quand même aussi parce que ça va être la première femme, elle va devenir en fait vraiment une intellectuelle, une académicienne sans avoir fait le même type d'études que les cursus habituels. Elle va par elle-même avoir fait le cursus de la philosophie orientale, puis elle va avoir réussi à vulgariser des concepts qui sont vraiment difficiles, tu sais, comme le non-soi, tu sais, wow, ouais. on entre dans des choses assez particulières. Puis tu sais, après sa mort, ben, son assistante qui a toujours été vraiment, qui a été très très fidèle, ben, tu sais, va s'assurer que tout soit publié, que tout soit accessible. Fait que on a quand même une quantité d'archives assez impressionnante. Mais tu sais, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, tout ça se faisait à pied. Tu sais, elle a atteint le Tibet à pied, là, déguisée en mendiant. Tu sais, il y a quelque chose de quand même cool aussi. Moi, je trouve ça incroyable la détermination qu'il y avait, puis je sais pas comment dire là, c'est pas don de soi le mot là, mais tu sais, il s'investissait. Le dévouement Et l'investissement personnel là, je veux dire, qu'ils mettaient dans leurs aventures. Je veux dire, faut vraiment que tu veuilles pour aller au Tibet à pied, pour aller en Égypte, pour faire le tour du monde en auto. Je trouve ça hallucinant. Là. Pas de radio, vraiment. Ben, un peu de radio, mais pas de cassette, comme tu disais. De temps en temps, des postes radio, c'est à peu près tout. T'es quelqu'un de ton époque aussi, à un moment donné, il n'y avait pas les distractions qu'on a aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, c'est qu'on est tellement rendu comme un peu asservi par autre chose que, tu sais, je veux dire, ah mon Dieu, mais s'il n'y a pas de Wi-Fi, ma vie n'existe plus, je peux pas aller là-bas, il n'y a pas de Wi-Fi, puis ça va me coûter ben trop cher d'utiliser mes données cellulaires. Ah, ben, j'irai pas là, tu sais. Pré-Wi-Fi, on était plus à go, là. Pour n'importe quoi, tu sais, quand le monde dit, ouais, mais ça leur a pris 20 ans à construire tel monument, c'est ben donc long. Pourquoi le monde faisait ça? Ben, c'est qu'il y avait une vision différente aussi, puis souvent, ben, ils disaient, je le fais pour moi, mais je le fais pour les générations suivantes. T'sais, on n'a pas tout à fait toujours la même mentalité. Mais c'est vrai que ça me fait penser ce que tu dis au livre Les piliers de la terre de Ken Follett, où justement, ils construisent une cathédrale, mais sachant qu'ils verront sans doute jamais la fin. Jamais le produit fini, c'est ça! C'est vraiment un beau livre, ça. Ken Follett, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Là, j'ai lu énormément de choses de lui. Il est inégal. Oui, c'est ça que j'allais dire. Mais par contre, Le Réseau Corneille est un de mes livres préférés de toute la vie au grand complet. Okay. C'est lui qui a écrit ça et c'est justement parce que là, on parle d'aventurières, fait que c'est dans le sujet, mais c'est des femmes qui se font recruter justement pour aller saboter des lignes allemandes et des trucs comme ça. Et comme c'est des femmes, ben, elles passent un peu plus
inaperçue, les gens se méfient moins d'elle, alors ça fit dans la lignée justement des espionnes puis des aventurières. Ah, mais tu sais, c'est ça, si on joue, là, c'est parce que on était vraiment dans le mode plus exploratrice aussi, mais tu sais, si on veut aller dans des femmes qui ont quand même fait des choses dangereuses, tu sais, là, la liste, tu sais, va s'allonger énormément, tu sais, on pourrait y revenir, mais il y en a plein qui ont fini par se démarquer. Mais c'est sûr que celles dont on a parlé aujourd'hui, ben, tu sais, elles ont brisé des conventions. À une époque où c'était pas nécessairement facile pour des femmes de faire ce qu'elles ont fait là, puis qui vont avoir une renommée pour ça, et qui vont garder leur nom. À part Jeanne, qui va devenir Jean sur les bateaux, mais qu'on reconnaît encore aujourd'hui comme Jeanne Abray, là, tu sais, je veux dire, puis la pension, elle va l'avoir à titre de femme. Fait que, tu sais, c'est quand même une brève période où elle va être nommée en homme pour pouvoir le faire. Il y a cet aspect qui est quand même très intéressant où elles vont, on va reconnaître leur œuvre, on va reconnaître leurs actions alors que ce sont des femmes et à titre de femmes. Ça, je trouve que c'est important. Tu sais, elles n'ont pas eu à masquer leur nom pour passer à la postérité. Et ça, c'est majeur aussi, là. Est-ce qu'il y a des aventurières d'ailleurs? Parce que là, j'ai l'impression qu'évidemment, on a parlé beaucoup de l'Europe, on a parlé beaucoup, ben, tu sais, de l'Amérique du Nord, mais est-ce qu'il y a des aventurières reconnues sur d'autres continents? Ah, mais tu sais, en Inde, il y en aurait plein, là. C'est sûr qu'on en refera un autre volet, mais tu sais, t'as eu en Inde quand même des guerrières. Puis tu sais, je pense aux femmes samouraïs aussi qui vont vivre des aventures quand même assez rock'n'roll, dont des fois le nom a peut-être pas toujours passé à la postérité, mais je veux dire, bon, allons au Japon, tu sais, je veux dire, il y avait des femmes samouraïs, il n'y a pas juste des romans qui ont imaginé des femmes samouraïs, elles existaient. Puis je veux dire, elles savaient se battre, puis elles savaient quoi faire aussi. Puis au nom de l'honneur, pour défendre une région, elles vont quand même se battre. C'est pas juste des femmes d'aventure, là, tu sais, c'est des guerrières, en fait, oui, mais tu sais, avec un code d'honneur qui est quand même assez remarquable. Puis tu sais, en Inde, tu vas voir un petit peu la même chose. On a quand même des femmes qui vont réussir à devenir des reines ou qui vont réussir à prendre le pouvoir dans des régions après avoir soit mobilisé des armées ou avoir voyagé pendant longtemps pour aller chercher des alliés, tu sais, qui vont passer dans l'Himalaya, qui vont passer à travers des jungles et qui vont vivre plein de situations pas possibles, tu sais, mangés par les moustiques et tout ça, pour pouvoir soit libérer une région ou pour pouvoir prendre le pouvoir, tu sais, qui vont vivre des grandes aventures aussi, mais là, c'est parce que ça me prendrait beaucoup de temps, fait que tu sais, ça va être un teaser pour aujourd'hui, mais on pourra regarder en fait pour quelques femmes du côté de l'Inde qui offrent quand même des personnages franchement intéressants, là. Puis oui, en Amérique du Sud, il y en aurait aussi, là, entre autres chez les descendants des Mayas qui vont aider à la découverte de ruines et tout ça, tu sais, parce qu'ils connaissent bien la jungle et tout, mais tu sais, t'en as aussi. Donc on n'aura pas le choix de faire une partie 2 voilà. à notre épisode sur les aventurières. Mais c'est parce qu'il faut dire qu'au 19e siècle, pourquoi c'est plus européen aussi, c'est que ce sont les femmes qui, par la photographie, par la littérature, par l'écriture, avaient les moyens de se faire connaître aussi, qui vont laisser plus de traces. En terminant, Evelyne, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais ajouter sur les aventurières? On a fait le tour. Dernière déclaration d'amour à Gertrude avant qu'on termine. Ah, quelle femme! Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Quelle femme, quelle femme, quelle femme! Essaye d'imaginer faire un bac, toi, en regardant un mur parce que les profs te snob. Hey, j'ai même pas un bac en ce moment, fait que non, là. Evelyne, merci beaucoup de nous avoir partagé ton savoir et de nous avoir fait découvrir beaucoup d'aventurières. Moi, j'avoue qu'il y en a quelques-unes que je ne connaissais pas. Alors, dès qu'on finit, je m'en vais sur Google pour approfondir mes connaissances. Amusez-vous bien avec tous vos onglets Google. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se revoit. Ben, on se revoit pas, mais on se réentend. Ça se dit-tu? Ouais, je pense que oui. Ouais. Je vais finir de même quand même. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode d'Evelyne et Gabrielle font un podcast. Bye! À bientôt!